Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la dernière partie de notre deuxième chapitre sur les mouvements rectilignes uniformément variés. Cette partie concerne la chute libre. Pour remettre la chute libre dans le contexte des mouvements rectilignes uniformément variés de notre chapitre 2, rappelons que nous avons commencé par l'accélération, que nous avons ensuite vu les différents graphiques dans un mouvement accéléré, que nous avons vu les différents concepts liés au MRUV en tant que tel, et nous allons conclure maintenant avec la chute libre. Aujourd'hui, nous allons fonctionner en complétant le document de cours dont je vous mets ici le début, que vous avez reçu lors de la dernière leçon en présentiel. Concrètement, ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de compléter par vous-même petit à petit le document papier, et dès que vous avez un doute ou que vous voulez vérifier, vous regardez la vidéo. Donc, ce que je ferai si j'étais vous, c'est que je ferai pause, je commence à répondre aux questions, et dès que je veux vérifier, je fais play. Pour la première question que je mets en évidence ici, je ne vais pas mettre en commun, car ça n'aurait pas de sens. J'attends de vous que vous mettiez votre réponse personnelle. De même pour la seconde question. Pour la troisième question, regardons la vidéo que je vous propose de voir. Dans cette vidéo, on a en fait une cloche en verre à l'intérieur de laquelle se trouve une plume et une bille en acier qui sont maintenues à l'aide de deux aimants. Et on va ensuite voir en lançant la vidéo ce qui se passe lorsqu'on laisse tomber cette plume et cette bille en acier. Le bruit qu'on entend est le bruit de la pompe qui fait le vide à l'intérieur de la cloche. Difficile de dire qui est tombé en premier. On l'observe au ralenti. Toujours pas très facile de savoir qui a touché le sol en premier. Encore un peu plus au ralenti. Pas si facile de dire qui tombe en premier. Avec la vidéo précédente, on a pu constater que lorsqu'on fait le vide à l'intérieur d'une cloche en verre, il est très difficile de savoir qui tombe en premier entre la plume et la bille en acier. En fait, c'est difficile parce que ils tombent en même temps. Et ce qu'on peut conclure, c'est que la chute d'un corps ne dépend pas de la masse de ce corps lorsqu'il n'y a pas de résistance de l'air. Dans la deuxième situation que je vous propose, on s'intéresse à une balle de tennis qu'on lâche d'une hauteur de 1,85 m. On a tout d'abord une chronophotographie de la chute de cette balle. C'est en fait une superposition des positions successives de la balle de tennis sur une seule et même photo. Ensuite, on a des données qui sont reprises dans le tableau ici à droite, qui reprennent en fait la position et la vitesse de la balle pour des instants qui sont à chaque fois espacés de 4 centièmes de seconde. Je vous demande alors de placer l'axe de référence au X pour que les données du tableau correspondent en fait aux données de la figure avec l'axe que vous aurez tracé. On sait d'abord qu'à 0 secondes, la position sera de 0 m. Moi, je vais donc placer l'origine de l'axe au niveau du départ de la trajectoire. En général, quand on a un mouvement à une seule dimension, comme c'est le cas ici, moi je vous conseille de placer l'axe de référence dans la direction du mouvement. Il ne nous reste plus qu'à positionner le sens de l'axe de référence, et là on voit que, en fait, au bout d'un certain temps, on a une position négative. Ça veut dire que la balle va dans le sens contraire de l'axe de référence. On aura donc un axe de référence qui va vers le haut, vu que la balle va vers le bas. Ensuite, je vous demande, à partir des graphes vitesse-temps et position-temps, d'identifier à quel type de mouvement on a affaire. Pour ça, on va observer l'allure des deux graphes. Sur le graphe de gauche, on voit que les points ne s'alignent pas n'importe comment, ils s'alignent pour former en fait une parabole. Ici, je suis venu superposer une parabole que j'ai tracée dans un logiciel de tracé de graphique. Si on a un graphe position-temps en forme de parabole, on sait qu'on a d'office un MRUV, comme on l'a vu dans la partie précédente. Si je regarde le graphique vitesse-temps, je vois que je peux aligner dessus une droite. Si les points sont alignés dans un graphe vitesse-temps et qui forment une droite, on sait aussi qu'on a affaire à un MRUV. Donc, on peut répondre à la question en disant qu'on a un MRUV, mais ce qui est intéressant, c'est surtout que vous écriviez une justification, je vous laisse l'écrire,
Dans cette justification, je veux voir apparaître les termes parabole pour le graphe position-temps et droite pour le graphe vitesse-temps. On peut facilement lire sur les graphiques les paramètres x0 et v0. Sur le graphe de position-temps, on peut voir que pour un t0 égale 0 secondes, on a une position x0 de 0 mètres. Sur le graphe vitesse-temps, on peut lire que pour un temps t0 égale 0 secondes, on a une vitesse v0 de 0 mètres par seconde. N'oubliez pas les unités. Je vous demande alors de calculer l'accélération du MRUV de deux manières différentes. D'abord à partir de l'évolution de la position au cours du temps, ensuite à partir de l'évolution de la vitesse au cours du temps. Si on part de la variation de la position au cours du temps, on va utiliser les trois infos suivantes. T0 égale 0 secondes, x0 égale 0 mètres, v0 égale 0 mètres par seconde. Pour caractériser la variation de la position, on utilise l'équation de position. Théoriquement, ça donne ceci, mais avec nos données, on peut un petit peu simplifier, et il nous reste simplement x de t égale a0,5 fois t carré. On peut réutiliser ensuite des infos qu'on a dans le tableau des résultats de l'expérience, notamment le fait qu'à 64 centièmes de seconde, la position était de moins 1,858 mètres. On réintroduit ces infos dans notre équation de position et on peut en déduire l'accélération. On remplace x de t par la position, on remplace t par la valeur de temps. On voit en fait qu'on a une équation où la seule inconnue, c'est l'accélération à 0. On isole à 0 et on a notre valeur d'accélération qui est du coup dans ce cas de moins 9,1 mètres par seconde au carré. J'ai arrondi à 1 dixième. Dans la deuxième case, pour calculer l'accélération à partir de la variation de la vitesse, je repars des mêmes infos et j'établis l'équation de vitesse. Théoriquement, ça nous donne ceci, une équation de vitesse, mais avec les infos qu'on a, on va pouvoir un peu la simplifier et il nous reste en fait v de t égale à 0 fois t. Pour trouver l'accélération, je vais de nouveau partir des résultats de l'expérience, mais je vais utiliser une valeur de temps et une valeur de vitesse. Je prends temps 0,6 secondes, vitesse moins 5,4875 mètres par seconde. Je réintroduis ces valeurs dans mon équation de vitesse. Je remplace v de t par la valeur de vitesse, je remplace t par 0,6 secondes. De nouveau, une équation avec une seule inconnue à 0, je l'isole à 0, et j'obtiens une réponse, et à 1 dixième près, en fait, c'est la même réponse que celle que j'ai obtenue à partir de l'équation de position. Assez rassurant, somme toute. Je vous demande ensuite de faire des commentaires sur cette valeur. Bon, dans ce cas-ci, je crois que vous aurez besoin de mon aide. Théoriquement, dans le vide, si on a réalisé cette expérience, on aurait dû obtenir une valeur, on la symbolise petit g, qui vaut 9,81 mètres par seconde au carré. C'est ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur. Parfois, on a moins 9,81, parfois on a plus 9,81. Je pense que vous l'aurez compris, en fait, ça dépend simplement de l'orientation de notre axe de référence. Dans notre cas, on a obtenu une valeur un peu plus faible. On a obtenu 9,1 et non 9,81. En fait, la différence, elle réside dans le fait qu'on a des frottements. Comme il y a des frottements de l'air sur la balle de tennis, on aura forcément une valeur un peu plus faible d'accélération. L'accélération est plus faible parce que l'air vient freiner le mouvement de la balle qui est en chute libre. On va maintenant généraliser ce qui se passe à partir de notre expérience de mise en situation. Ici, et pour le reste en fait, on va s'intéresser à une situation où la résistance de l'air est négligeable. Si la résistance de l'air est négligeable, il n'y a pas de frottement, on est dans une situation comme si on était dans le vide. Ce n'est pas tout à fait la réalité, mais dans beaucoup de cas, ça s'en approche et c'est très facile à analyser d'un point de vue mathématique. Donc souvent dans les exercices, on va se mettre dans une situation où on considère que les frottements sont négligeables. Donc dans notre cas, l'équation de position x de t, on avait calculé que c'était a0 fois t carré divisé par 2, eh bien on peut le réécrire comme moins g demi fois t carré. On a simplement remplacé a0 par moins g. On a considéré cette fois-ci qu'on avait toujours un axe de référence vertical orienté vers le haut, que t0 était égal à 0 secondes et que x0 est égal à 0 mètres. Pour l'équation de vitesse, on va réaliser le même raisonnement, on va remplacer a0 par
moins petit g moins l'accélération de pesanteur. Ça nous donne v de t égale moins g fois t, tout simplement. Ensuite, je vous demande de tracer des graphes position temps et vitesse temps et les équations qui correspondent dans un cas où on n'aurait pas lâché la balle, mais qu'on l'aurait lancée vers le haut. Si on lance la balle vers le haut, en fait, on a un V0 qui est non nul, on a un V0 qui a une certaine valeur différente de 0, et comme la vitesse est vers le haut, elle est dans le même sens que l'axe de référence, on a une vitesse V0 positive. Ça veut dire au niveau du graphe position-temps que la balle elle commence à monter, elle atteint un certain maximum et puis elle redescend. Dans notre équation de position, il faut simplement rajouter un terme V0 fois t, et donc on a V0 fois t moins gt carré sur 2. Dans notre graphe vitesse-temps, notre vitesse au début elle n'est pas nulle, elle est positive, et puis avec l'effet de l'accélération de la pesanteur, la vitesse diminue, elle atteint une valeur nulle, et puis elle continue à descendre, ce qui veut simplement dire que la balle fait demi-tour et qu'elle commence à descendre vers le sol. Dans notre équation de vitesse, on doit simplement rajouter un terme V0, ce qui nous fait V0 moins G fois T. Attention, lorsqu'on trace le graphe position-temps et le graphe vitesse-temps, il faut faire attention à ce que l'abscisse du sommet de la parabole soit exactement la même que la racine du graphe vitesse-temps. Parce que quand on atteint le sommet de la trajectoire, en fait, la balle, elle est l'espace d'un instant à l'arrêt. Donc, à l'arrêt, ça veut dire une vitesse v de t qui est égale à 0. Page suivante, même exercice, mais cette fois-ci avec une balle qu'on lance vers le bas. Pour le graphe position-temps, ça donne ceci. C'est une parabole, et vous me direz, quelle est la différence avec la parabole qu'on avait lorsqu'on lâchait simplement la balle? Eh bien, pour bien le comprendre, je suis venu superposer la situation où on avait simplement lâché la balle de tennis. Donc, le lâcher étant pointillé, le lancer vers le bas étant très continu. Bien, en fait, on voit simplement que l'évolution de la position vers des positions plus faibles est beaucoup plus rapide au début lorsque on lance la balle vers le bas. Au niveau de l'équation de position, c'est la même chose que ce qu'on a mis à la page précédente, mais il faut juste retenir qu'on aura un V0 dans notre équation qui aura une valeur négative. Pour le graphe vitesse-temps, on aura une ordonnée à l'origine qui est négative et ensuite la vitesse qui diminue. Notre équation de position prend à nouveau la même forme qu'à la page précédente, mais on aura un V0 négatif. Enfin, je vous demande quels paramètres il faudrait rajouter à l'équation de position si on avait placé le 0 de l'axe de référence autre part qu'au point de départ de la balle. On peut imaginer par exemple qu'on place le 0 de l'axe de référence au niveau du sol. Ça peut être très pratique dans certains exercices. Et bien dans ce cas, la position au début, la position au temps t0 égale 0 secondes, elle sera différente de 0 mètres. Et donc il nous faudra rajouter un paramètre x0. Au niveau de l'équation de position, ça devient simplement la même que tout à l'heure, mais en rajoutant un terme x0. On a donc x0 plus v0 fois t moins gt carré sur 2. On peut également imaginer que pour une raison ou une autre, on enclenche le chronomètre avant ou après le départ du mouvement, avant ou après qu'on lâche ou qu'on lance la balle de tennis. Pour pouvoir tenir compte de ce décalage, il faut du coup rajouter un paramètre t0. Les équations, elles deviennent alors les mêmes que tout à l'heure, mais à la place de t, on mettra à chaque fois t moins t0. Pour l'équation de position, ça donne ceci. Pour l'équation de vitesse, ça nous donne ceci. En fait, c'est exactement la même chose que les équations de position et de vitesse de n'importe quel MRUV, mais on sait déjà que l'accélération, ça sera petit g, l'accélération de la pesanteur. Parce qu'en fait, une chute libre, ce n'est rien d'autre qu'un MRUV, mais on connaît l'accélération, c'est l'accélération de la pesanteur.